Je vous présente aujourd'hui, c'est un projet de recherche sur les tableaux de bord dans lequel justement Normand Roy et Didier Faclin et plusieurs autres sont co-chercheurs. Il y a plusieurs affinités dans l'approche qui est déployée. Alors, écoutez, je vais vous les problématiques de motivation et d'abandon en formation à distance sont connues depuis le début du siècle. Je vous dirais que durant la pandémie, on a constaté peut-être, en fait, ces problématiques-là se sont invitées dans tous nos établissements alors qu'elles étaient plutôt confinées à la formation à distance. On a réalisé un peu partout que quand on est à distance, ça se posait. Je dirais, bon, la rétroaction aux étudiants, c'est un des enjeux les plus importants en formation à distance, mais la méta-analyse de John Hattie nous montre qu'en éducation, la rétroaction, c'est un des facteurs les plus importants. La formation à distance demande une certaine dose d'autonomie, de la capacité de se réguler, capacité qui fait justement défaut chez les apprenants, que certains invoquent comme facteur explicatif pour les taux d'abandon. Je dirais d'un côté plus pratique, pour les enseignants qui souhaiteraient identifier les étudiants qui sont à risque en formation à distance, c'est excessivement difficile de pouvoir le faire de manière efficace. Dans Moodle, par exemple, il existe en fait un système de traces, mais c'est vraiment très, très difficile. Il faut vraiment vouloir. C'est pas du tout user-friendly. Alors, quand j'ai fait ma thèse au cégep à distance, on se faisait un genre de tableau de bord maison en compilant à chaque jour les indicateurs d'activité. Alors, c'était hallucinant. On n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir identifier les étudiants pour qui ça se déroulait bien, puis les étudiants pour qui ça se déroulait moins bien de manière proactive. Alors, est-ce que la solution trouve des tableaux de bord? Alors, une petite capture anonyme. Alors, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs établissements d'enseignement en Amérique du Nord qui ont développé des tableaux de bord, souvent dans une approche top-down, bien intentionnée, visant à soutenir la réussite, visant à soutenir l'engagement. L'Université Laval a été pionnière au Québec en étant la première et la seule, à ma connaissance, à avoir déployé un type de tableau de bord comme ça. Alors, dans cette approche-là, on utilise l'analytique de l'apprentissage pour essayer de soutenir l'expérience académique, soutenir l'engagement des étudiants, puis de permettre d'adapter l'accompagnement offert par les enseignants. Cependant, il y a deux défis, je dirais, dans la littérature, d'avoir un tableau de bord qui est vraiment signifiant pour l'ensemble des actrices, des acteurs, c'est-à-dire des enseignants, des étudiants. On a plusieurs projets aux États-Unis où il y a des très, très bons tableaux de bord, mais on a de manière récurrente et persistante des problématiques d'adoption, particulièrement du côté des enseignants, où c'est davantage enseigné. Alors, écoutez, je vous présente brièvement les modèles théoriques. Je ne vous explique pas le modèle parce que ça prendrait, en fait, on se situe dans le cadre de la recherche avec une combinaison des modèles TAM, TAM 1, TAM 2, TAM 3, qui sont, en fait, qui regardent différents dimensions qui prédisent l'intention d'utilisation, qui, elle, prédit l'utilisation. Alors, je passe rapidement là-dessus. On se situe aussi dans une conception de l'encadrement qui est issue d'une conceptualisation de Serge Gérin-Lavoie, pour laquelle on a créé une infographie là, dans le MOOC COFAD, et dans laquelle en fait, là, ce que je veux souligner, l'encadrement, il y a une dimension cognitive, c'est-à-dire être capable d'expliquer les choses, mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a plusieurs autres dimensions. L'encadrement peut être aussi méthodologique, métacognitif, socio-affectif, motivationnel, technologique. Et je vous dirais que l'encadrement métacognitif, méthodologique, motivationnel et même socio-affectif prennent une part, pour moi, très, très importante quand on se retrouve en formation à distance. Maintenant, je vous présente encore là un modèle d'autorégulation. Et dans le modèle d'autorégulation, en fait, ça part en grande partie des buts qu'on se fixe. Ces buts-là, d'habitude, sont influencés par le type de motivation que nous avons au départ. Le type de but qu'on se donne détermine dans une grande mesure le type d'engagement, c'est-à-dire à la fois la quantité d'engagement et la qualité de l'engagement cognitif, comportemental, affectif. Et là, je vais dire l'engagement comportemental, c'est ce qu'on voit. L'engagement cognitif, c'est les stratégies cognitives et métacognitives. C'est beaucoup plus puissant. Et là, je vais introduire une notion, c'est que notre prétention à nous, c'est que dans les traces, ce qu'on peut modéliser, c'est l'engagement comportemental, et c'est beaucoup plus difficile dans les traces de voir l'engagement cognitif. Les stratégies cognitives en lecture, stratégies métacognitives, elles vont avoir de la difficulté à s'exprimer dans les traces, mais pourtant, elles vont être peut-être très, très importantes. Donc, je viens faire un lien avec la présentation de Didier parce que, effectivement, si on a des actions de remédiation à faire,
c'est pas de faire plus de choses qui ont peu de valeur, c'est-à-dire, c'est pas d'aller plus cliquer sur les ressources. Alors oui, mon modèle prédictif va mieux me classer dans ceux qui sont pas à risque. Si je vais cliquer plusieurs fois sur les ressources, je fais des interventions dans les forums, mais au niveau de l'engagement cognitif, je ne viens rien déployer de significatif qui m'aide à mieux réussir. Alors voilà, c'est problématique dans ce sens-là. Alors, le type d'engagement qu'on a détermine un peu le comportement qu'on a dans l'environnement numérique qui mène à un résultat, soit en termes qualitatifs ou en termes quantitatifs, une note qui vient alimenter un cycle qui vient alimenter ma motivation à la hausse, à la baisse, qui pourrait m'amener à rajuster des buts à la baisse. Donc, grosso modo, c'est un peu le modèle du thermostat. Voici pour le modèle d'autorégulation. Et dans les stratégies dans l'engagement cognitif, là, j'aurais pu regarder, en fait, je vous ai dit stratégie cognitive, métacognitive. Une des stratégies métacognitives qui sont assez intéressantes, c'est les stratégies de gestion du temps, de l'environnement, de l'effort, d'apprentissage des pairs. Mais je vous dirais que les stratégies cognitives elles-mêmes puis métacognitives qu'on déploie sont pour moi très importantes. Alors, écoutez, je vous présente rapidement les objectifs du projet. Je vous les résume sans tout vous les lire en disant qu'essentiellement, on voulait faire deux types de choses. Un, développer un modèle prédictif performant pour prédire l'abandon ou prédire ceux qui sont à risque d'avoir des résultats faibles, d'une part, et d'autre part, développer un tableau de bord qui puisse soutenir l'autorégulation des étudiants, qui puisse soutenir aussi les enseignants. Puis on souhaitait que les deux soient connectés. Maintenant, on arrive, puis dans le développement des tableaux de bord, on voulait aussi développer une approche utilisateur, centrée utilisateur, en interrogeant ceux qui utilisaient déjà un tableau de bord, par exemple celui de l'Université Laval, puis en interrogeant aussi ceux qui n'ont pas de tableau de bord à l'Université de Montréal, la Polytechnique Montréal, en leur expliquant très sommairement c'est quoi, puis en leur demandant qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir comme type de tableau de bord. Donc, d'avoir vraiment une approche bottom-up plutôt que top-down dans la conception même du tableau de bord. Donc, une méthodologie d'une part de recherche-développement, de développement méthode associée à l'apprentissage machine. Je passe rapidement sur cette diapositive-là. On a intégré dans l'équipe Audrey Bistodeau, qui était prof à l'UQTR et qui a complété récemment son doctorat et qui avait réalisé d'octobre à décembre 2019 17 entrevues avec des enseignants à l'Université Laval. Donc, et on a obtenu l'accord du comité d'éthique. Donc, on a commencé à traiter ces entrevues-là pour voir un peu quel était le taux d'adoption, quels étaient les facteurs qui incitaient, en fait, quels étaient les usages, quels étaient les facteurs qui incitaient les enseignants à adopter, puis quels étaient les obstacles. Et on a commencé, en fait, on est rendu, je pense, peut-être à 4 entrevues de groupe avec des enseignants qui sont de l'Université de Montréal et de Polytechnique. On est rendu à 2 ou 3. On est en train de compléter ça, les entrevues avec les non-utilisateurs. Et déjà, on a des résultats dont je pourrais vous présenter. Alors, en travaillant sur le modèle prédictif, on a eu 2 étudiants stagiaires l'été dernier qui ont travaillé sous la supervision d'un groupe de 3 personnes. La question de recherche, c'était est-ce qu'il est possible de prévoir l'abandon des étudiants dans un ensemble de cours contenant assez d'informations pour former une prédiction? Je vous dirais que avec Normand Roy, on avait travaillé sur un modèle prédictif dans une recherche précédente où, en fait, on avait un MOOC sur Sakai avec 5000 étudiants, puis on avait eu un très bon modèle prédictif. Alors là, on se retrouve à l'Université de Montréal avec plutôt près de 900 cours, puis près de 40 000 étudiants. Donc, c'est une game complètement différente, vous l'aurez compris, j'espère. Et là, la méthode, ce qu'on a voulu faire de l'apprentissage machine en utilisant des librairies Python Sklearn. Et là, on a voulu, puis en fait, on cherche à prédire l'abandon, donc c'est une classification binaire, hein, abandon, non-abandon, pour laquelle la régression logistique vient en tête comme méthode traditionnelle, mais pour laquelle on a des méthodes d'apprentissage machine qui sont disponibles. Je passe assez rapidement. La problématique, c'est qu'on a des cours très différents, certains comme le mien de l'été dernier, qui avait beaucoup d'informations, et versus un autre qui est un exemple réel où on a vraiment essentiellement un module à peu près rien. Donc, vous comprendrez que c'est très difficile de faire un modèle prédictif avec un cours qui a peu d'informations. Dans Moodle, on a différents modules. Modules pour le forum, on a des modules pour les instances. On a donc les évaluations, les devoirs, les quiz. On a des rôles de prof, de démonstrateur. Il a fallu nettoyer tout ça. Alors, on avait comme composante principale les logs qui nous provenaient de Moodle, mais
on est aussi allé chercher avec des requêtes un certain nombre de variables qui étaient construites à partir des tables de données Moodle. Donc, on avait les logs plus des variables construites qu'on a élaborées de manière rationnelle en fonction de ce qui était disponible. Je ne vous les explique pas ici. Ça nous donne un jeu de données qui ressemble à ceci et qui devrait être davantage documenté. Alors, une des choses qu'on a voulu faire, c'est déployer une approche de clustering. On s'est dit que pour simplifier les données, une chose qui pouvait être intéressante, c'est de procéder à une classification automatique, c'est-à-dire regrouper des cours ensemble sur la base de leur ressemblance. On s'est dit à partir de ça, avec des cours qui se ressemblent, on serait peut-être capable d'avoir des catégories pour lesquelles notre modèle serait meilleur. Donc, c'est une hypothèse intéressante. On a fait donc le clustering sur les différents modules en sélectionnant des cours de première année et on a, on a testé différentes méthodes de clustering. Je ne vous les présente pas toutes. Par ailleurs, aux méthodes de classification, on a voulu en fait comparer la régression logistique, qui est la méthode traditionnelle qu'on utilise beaucoup pour ce type de choses-là en sciences d'éducation, puis qui a quand même le mérite d'être une méthode que l'on comprend facilement puis qu'on peut expliquer quand on regarde des variables par rapport, et on a aussi voulu comparer la régression logistique à un certain nombre de méthodes liées à l'apprentissage machine, comme l'arbre de décision, la forêt aléatoire, optimisée par le Bootstrap ou l'ADA Boost, méthodes qui pourraient être plus performantes, mais qui sont beaucoup plus difficiles à expliquer. Donc, on se disait avec le prof de maths qui supervisait le stagiaire, ben là, est-ce qu'on a un meilleur résultat avec une méthode plus obscure? Ça vaut peut-être la peine, mais si les résultats sont proches, on est peut-être mieux d'avoir une méthode qu'on sait expliquer. Alors là, écoutez, l'idée dans une telle prédiction, il faut distinguer entre les faux négatifs puis les faux positifs. Et là, on a déterminé que, à quoi est-ce que va servir la métrique? C'est sûr qu'on ne va pas déployer une intervention de type, attention, nous avons estimé que vous avez un grand risque d'échouer, il faut donc intervenir, mais on s'est dit que ça déclencherait plutôt une action bienveillante. Alors, je vous dirais que il nous apparaissait préférable d'avoir dans ce type de projet-là des faux positifs plutôt que, c'est-à-dire que le risque d'avoir des faux positifs nous semblait préférable à avoir des faux négatifs. Donc, ça c'est un peu en lien avec des mesures de précision. Autrement dit, pour nous, ça, c'est une mesure d'efficacité des modèles. La précision, c'est dans le pourcentage des vrais positifs. La précision, c'est le pourcentage des vrais positifs sur les vrais positifs sur les faux positifs, tandis que le rappel ou le recall, c'est le pourcentage des vrais positifs qui sont identifiés. Autrement dit, nous, on ne voudrait pas en manquer. Donc, pour nous, en d'autres mots, le recall ou le rappel est une mesure de performance du modèle plus importante que la précision avec le type d'intervention qu'on voudrait déployer. Mais on pourrait penser que si on déploie un type d'intervention différente, comme attention, tu es à risque d'échouer, là, peut-être notre raisonnement serait peut-être différent, puis là, on ne voudrait peut-être pas de faux positifs. Donc, voilà, comme je vous disais, 865 cours, 61 000 étudiants, 3 141 abandons, donc un événement relativement rare, donc difficile à prédire. On a essayé un cluster à une seule grappe, un seul groupe, un clustering à 25 grappes, un clustering à 50 grappes, avec des méthodes de validation croisées à 10 replis, donc 9 ensembles de données d'entraînement plus un ensemble de tests, tout ça répété 10 fois, une validation croisée que je ne vous expliquerai pas, sinon que pour vous dire ici que ce qu'on voit déjà en regardant tous les indicateurs, c'est que notre idée de clustering n'a pas fait long feu, c'est-à-dire que d'avoir plusieurs grappes. Notre modèle a eu une grappe est presque aussi performant que les autres modèles. Donc, l'idée de faire des grappes nous a pas beaucoup servi. Donc, quand on entraîne surtout, alors là, on a quand même un résultat qui est assez intéressant parce que la régression logistique nous amène, la régression logistique est celle qui a le recall,
le plus élevé et qui est peut-être l'indicateur de performance qui est le plus intéressant pour nous. Le Random Forest a la précision la plus élevée, puis il y a le score F1 le plus élevé qui est un bon score de mesure de performance, mais un recall moins bon. Alors, ça pourrait être utile dans certaines. Quand on regarde les 3141 les plus à risque, comment notre modèle a performé pour eux, encore là, on a vraiment un très, très bon recall pour la régression logistique. L'accuracy est un petit peu difficile à expliquer. Ça a quand même rapport à quelque part à l'ordonnancement. Le Random Forest, le recall est très bon, mais c'est un résultat qu'on n'est pas vraiment arrivé à s'expliquer. Et le XGBoost nous donne un ordonnancement qui est très bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? La régression logistique, fort en ordonnance pour le recall, fait pour la précision et ailleurs. La régression logistique, on peut l'ajuster selon le seuil. Fort aléatoire est bizarre en ordonnance, mais elle est bonne vraiment en précision et ailleurs. Le XGBoost, c'est fort pour une grappe en ordonnance. Donc, si on regarde les plus à risque, c'est XGBoost et régression logistique qui sont à prioriser. Et grosso modo, au point de vue statistique, c'est quand même pas mal parce qu'on a réussi à identifier presque 40 des 6 les plus à risque. Statistiquement, c'est beaucoup mieux que le hasard. Mon fils qui travaillait sur le projet AUA+, pour son cours dans lequel il faisait un stage pour ce projet-là. Par ailleurs, au point de vue pratique, ça, c'était 12 semaines avant la date d'abandon. Donc, en termes de modèle prédictif, je vous dirais qu'on a des croûtes à manger pour implanter un modèle prédictif. Donc, ce qui nous a amené à déployer, en fait, en même temps, ce qu'on a fait dans le travail, c'est de découpler le travail. On revient, on va continuer les travaux avec le modèle prédictif cet été, mais on a commencé à déployer l'approche centrée utilisateur. Bon, là, je vous présente la méthodologie de codage des entrevues et je vous présente, en fait, sur les 17 entrevues, il y en a 12 qui sont codées. Et on voit, là, grosso modo, déjà en termes d'adoption, c'est quand même assez intéressant. Il y a 25 qui n'utilisent jamais le tableau de bord, 25 qui utilisent souvent, puis la moitié qui utilise peu ou un peu. Donc, écoutez, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je ne sais pas si cette donnée-là surprend Didier, mais donc, ce n'est pas entièrement positif, ce n'est pas entièrement négatif, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est de commencer à regarder les raisons pour lesquelles ils utilisent l'outil. Première, puis on va regarder un peu plus les 3 premières raisons. Là, jauger de la participation étudiante, déterminer si j'offre de l'aide, avoir le portrait global du groupe. Je l'ai relancé en début de semaine à ce sujet-là. Pardon, quelqu'un? Est-ce que tu ne pourrais pas écrire à chacune des personnes? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre les micros? Est-ce qu'un animateur peut éteindre les micros? Pour pas qu'ils se dédoublent. Alors, vous avez qui s'inscrivent à l'heure. Non, j'ai pas l'impression que c'est dans la réunion ici, sur Zoom. Je pense que ça vient de ton ordinateur. Ouais. Je sais pas. Tu t'en vas pour un an. C'est ça. On a oublié. C'est parfait. Non, mais elle le sait, que ça presse et qu'il faut organiser ça. Alors, c'est bon, c'était quelqu'un en discussion. OK. Bruno, ton... Fenêtre ouverte avec, c'est bon. Okay. Alors, écoutez, quelques extraits. Là. Portrait général. Donc, moi, je regarde, ça m'a regardé où est-ce qu'ils sont situés. Ils ont raté des examens, ils sont connectés. Donc, jauger de mes réponses. J'ai tendance, écoutez, et là, il y a un effet paradoxal. J'ai tendance à être plus généreux avec mes étudiants qui participent plus sur les forums ou qui interagissent plus dans le cours. Alors, c'est peut-être pas l'usage qui était prévu dans l'outil d'appui à la réussite. Et là, on a d'autres interventions que j'ai résumées sous le Maxime, aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel est en moi, l'enseignant. Alors, c'est sûr que les étudiants qui prennent le cours est sérieux, je vois qu'ils sont en fer, ça m'incite à leur parler puis à être à la limite un peu plus charismatique avec eux, tandis que les rouges, je comprends que je devrais peut-être faire l'inverse, je devrais m'attarder un peu plus au rouge, m'intéresser à eux, mais bon, j'ai vraiment une petite réticence. Alors, quand même très intéressant. Puis un autre qui est un peu plus nuancé, si je vois que la personne a l'air de vouloir puis elle travaille puis ça ne marche pas, bien là, je vais peut-être tendre un peu les mains, c'est-à-dire que si on voit que l'étudiant ne déploie aucun effort, on n'aura pas tendance à déployer de l'aide. Puis si, dans ce cas-là, s'il voit que l'étudiant quand même fait certains efforts, bien là, s'il s'aime, bien là, je vais accepter de donner de l'aide. Quelques obstacles. Premier obstacle, la taille des groupes, la méconnaissance de l'outil, puis la vision de l'encadrement. Alors, écoutez, moi, j'ai 600 étudiants, les cours en ligne à 100, 200, 300. Individuellement, écoutez, dans nos entrevues qu'on a commencé à déployer, les profs nous disent la même chose. L'encadrement individuel dans un groupe de
400, es-tu fou? Jamais je pourrais voir ça. Donc, la méconnaissance, le côté visuel, je ne savais pas qu'on pouvait entrer dedans, qu'il y avait une fonctionnalité, qu'on pouvait creuser. Puis là, sur la vision de l'encadrement, je vous dirais qu'on retrouve ça dans nos entrevues initiales aussi. Ce n'est pas à l'enseignant d'aller chercher les élèves en difficulté. C'est à lui de s'occuper de sa réussite. Et l'autre, quand même, plus nuancé, ça reste que c'est ma job d'assurer la réussite des étudiants, mais c'est comme un combat en moi me disant, est-ce qu'il faut que je leur tienne plus la main ou est-ce que ça aide vraiment? Donc, quelle est la part d'aide? Donc, vous voyez que la vision de l'encadrement influence beaucoup le type d'action qui va être fait. Donc, écoutez, dans les suites, comme je vous dis, on va recommencer les travaux avec le modèle prédictif cet été, dans le cadre d'un stage d'été. On va essayer de prédire, de développer un score d'engagement, puis de prédire l'écart à l'engagement plutôt que prédire la moyenne. Une des difficultés qu'on a à l'Université de Montréal, c'est que la note n'est pas consignée, mais on peut aller extrapoler les évaluations puis extrapoler la note à partir des variables induites. Là, on a quand même des pistes pour ça. On veut, comme première étape, vraiment mieux documenter systématiquement toutes les variables qu'on a dans le jeu de données. On est en démarche pour essayer d'avoir l'accès à d'autres données, celles qui proviennent du dossier étudiant, puis intégrer ça dans un data lake qui va être ensuite Amazon. On veut mieux travailler sur le pipeline de pré-traitement, pré-formatage des données en variables, puis ensuite intégrant, facilitant la création de tableaux de bord, plus précisément Amazon SageMaker. On va aussi avoir l'appui, en principe, d'experts d'Amazon pour nous aider à réaliser ça. On est en train de finaliser les entrevues avec les non-utilisateurs. On veut faire le traitement de ces entrevues-là. Et là, on voulait découpler en lien avec les entrevues qu'on fait. On veut travailler sur le prototypage, d'avoir des prototypes non fonctionnels qui pourraient être validés par les utilisateurs éventuels avec un stagiaire ou un étudiant qui travaille sous la supervision d'un prof de Polytechnique qui est spécialisé en visualisation des données. Puis là, on veut déployer des entrevues avec des étudiants de l'Université Laval sur leurs usages, puis peut-être revenir éventuellement avec des enseignants de l'Université Laval sur les usages, mais pour qu'on ait un guide d'entrevue qui soit éclairé des entrevues qu'on a déjà réalisées. Donc, voilà pour le projet de Syria.